commencé comme une réunion en apparence ordinaire m'a paru différent dès les premières secondes. Je l'ai perçu dans les visages, dans la façon dont les gens se tenaient, dans la tension palpable, avant même qu'un mot ne soit prononcé. Je savais que ce ne serait pas un moment routinier, une cérémonie prévisible, avec des sourires forcés et des formules convenues. La question qui m'a traversé l'esprit vive et inévitable était simple mais troublante. Que se passe-t-il lorsqu'on tarde trop à aborder une vérité que chacun ressent déjà? Cette pensée a donné le ton à tout ce qui a suivi. Je n'étais pas là pour rompre la tradition par simple esprit de contradiction. J'étais là parce que l'immobilité était devenue plus dangereuse que le mouvement. Le contexte semblait idyllique, d'un calme presque trompeur, mais sous cette apparente tranquillité, quelque chose se tramait qu'il était impossible d'ignorer plus longtemps. Ce que beaucoup ont décrit plus tard comme une grande annonce m'apparaissait avant tout comme un moment d'honnêteté nécessaire, un point où les mots devaient enfin se fondre avec la réalité qui se dessinait depuis des mois, voire des années. Info exclusive, la famille royale est furieuse. Et dès les 15 premières secondes, je savais que chaque mot serait pesé, chaque geste interprété. C'est pourquoi j'ai choisi de ne pas être circonspecte. Je ne parlais pas pour rassurer, mais pour affirmer quelque chose. Les questions controversées n'ont pas besoin d'être posées à voix haute pour être percutantes. Parfois, il suffit de montrer implicitement que l'ancien équilibre est rompu. Tandis que je parlais, je sentais une limite invisible franchie. Non par la force, mais intentionnellement. C'était l'instant où un événement familial se transformait en signal institutionnel. J'ai remarqué que le symbolisme primait sur les mots eux-mêmes. Les gens ne se contentaient pas d'observer ce que vous disiez, mais aussi qui se tenaient à vos côtés, qui étaient absents. Et ce que cela signifiait. Cette absence était éloquente. Aucune explication, aucune intervention, juste le silence. Et parfois le silence est plus éloquent que n'importe quelle parole. Je me demandais si l'auditoire comprendrait qu'il ne s'agissait pas d'une attaque mais de la reconnaissance d'un changement déjà survenu. Peut-on perdre quelque chose auquel on a déjà, en quelque sorte, renoncé? Mes pensées se sont tournées vers des moments antérieurs où le changement avait été reporté par respect, par prudence, par crainte de division. Mais ce report n'avait pas apaisé les tensions. Il les avait exacerbées. La popularité, la confiance et la visibilité ne sont pas des indicateurs superficiels. Ce sont des gages de légitimité à une époque où les institutions ne sont plus considérées comme allant de soi. J'avais le sentiment que le public avait depuis longtemps intégré cette réalité. L'annonce était en un sens une tentative de rattrapage. Tandis que je parlais, j'étais pleinement conscient de la portée historique de mes propos. Non pas que je souhaitais marquer l'histoire, mais parce que l'histoire nous rattrape toujours quand on l'ignore. Cette référence au passé n'était pas de la nostalgie mais un pont. Il ne s'agissait pas de renoncer à la tradition mais de reconnaître qu'elle ne vit que lorsqu'elle s'adapte. Cette prise de conscience m'a apaisé même si je savais qu'elle susciterait des remous ailleurs. Est-il possible d'honorer et d'innover simultanément sans froisser personne? Peut-être pas complètement, mais l'inaction n'était plus envisageable. Les réactions furent immédiatement palpables. Pas seulement dans le murmure ambiant mais aussi dans l'atmosphère changeante. Je voyais des gens saisir leur téléphone se cherchant du regard. La conscience qu'une parole irrévocable avait été prononcée planait comme une charge électrique dans la pièce. Je ne ressentais aucun triomphe, seulement une profonde responsabilité. Car chaque mot prononcé publiquement ferme d'autres voix. C'est le prix de la lucidité. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le contraste entre les attentes et la réalité. Nombreux étaient ceux qui cherchaient à la confirmation de ce qui leur était familier pour n'entrevoir que l'inévitable. Cette tension est inconfortable mais aussi authentique. Je me suis demandé si l'honnêteté devait toujours être bienveillante pour être juste. Parfois, l'honnêteté est tranchante non pour blesser, mais pour dissiper les illusions. L'annonce n'était pas une fin, mais un commencement. Un commencement qui appelle des explications, de la réflexion et du débat. En quittant la scène, je savais que cette histoire dépasserait le cadre de l'instant présent. Les interprétations fuseraient, les contradictions s'exacerberaient, mais l'essentiel demeurait la reconnaissance que le pouvoir, l'influence et la confiance ne sont pas figés. Ils évoluent, qu'on le reconnaisse ou non. En le nommant, j'ai assumé la responsabilité de ce mouvement. La question que j'ai délibérément laissée sans réponse et que je pose maintenant au lecteur est la suivante. Est-il plus courageux de s'accrocher à des formes obsolètes ou de faire place à une réalité qui s'est déjà manifestée? Après ce premier instant, j'ai véritablement compris à quel point le changement était profond avant même la moindre annonce. Ce qui paraissait soudain aux yeux des autres m'apparaissait comme la conséquence logique d'un processus qui s'était déroulé silencieusement. Le pouvoir ne change que rarement au rythme d'un coup de tambour, il se construit par l'attention, la confiance et la répétition. Je l'avais vu se manifester dans de petits détails, les personnes saluaient spontanément les endroits où les caméras s'attardaient, les visages qui exprimaient le soulagement et ceux qui affichaient surtout de la politesse. Ce n'étaient plus des anecdotes mais des schémas. J'ai commencé à analyser ces schémas plus consciemment.
Non par vanité, mais par nécessité. Une institution ne peut se renouveler sans comprendre d'abord pourquoi le public est attiré par certaines personnalités. La popularité n'est pas un concept superficiel, c'est un baromètre de la reconnaissance. Les gens reconnaissent la constance, l'engagement et l'humanité et ils se désintéressent lorsqu'ils se sentent distants. On ne pouvait plus ignorer cette réalité par des protocoles ou des titres. Je me suis demandé combien de fois les institutions échouent parce qu'elles confondent popularité et superficialité alors qu'en réalité, c'est un gage de légitimité. En coulisses, ce changement est devenu de plus en plus tangible. Invitations, demandes informelles, contacts internationaux. Ils affluaient vers moi et ma famille, non pas parce que quelqu'un l'avait explicitement décidé, mais parce que la confiance s'était installée naturellement. Cela a engendré une responsabilité difficile à assumer. Car lorsque l'on est perçu comme l'interlocuteur privilégié, il n'est plus possible de prétendre n'être qu'un simple soutien. La question qui s'est posée était simple mais complexe: peut-on exercer une influence sans le reconnaître ? Parallèlement, j'ai constaté comment ce processus engendrait des tensions. Le changement n'est pas vécu par tous comme une libération, pour certains il est perçu comme une perte, voire une menace. J'ai ressenti ces tensions dans des conversations qui se formalisaient davantage dans des silences qui s'éternisaient. Ce qui m'a frappé, c'est que la résistance s'exprimait rarement ouvertement. Elle se manifestait par des reports de la prudence, un attachement à des rituels qui avaient largement perdu leur sens. Je me suis demandé si cet attachement aux formes n'était pas parfois une façon d'éviter les discussions de fond. J'ai dû redéfinir mon propre rôle, non pas en me surestimant, mais en étant honnête face à la réalité. L'intérêt public n'était pas un objectif, mais une évidence, et ignorer une évidence n'est pas de la modestie, c'est de la négligence. J'ai commencé à comprendre que le leadership n'est pas toujours un privilège, il est parfois imposé par les circonstances. Le choix n'est alors plus de savoir s'il faut diriger, mais comment. Doit-on réagir au coup par coup ou assumer la responsabilité de la direction que prennent les choses? J'ai souvent réfléchi au moment opportun. Annoncer un changement trop tôt peut déstabiliser. L'annoncer trop tard le rend invraisemblable. L'équilibre entre les deux est fragile. Ce qui m'a aidé, c'est de comprendre que le public est souvent plus avancé qu'il ne le croit. Les gens sentent quand un discours ne tient plus la route. Ils peuvent être patients, mais pas aveugles. Le basculement silencieux du pouvoir n'était un secret pour personne. Il était confirmé quotidiennement par les sondages, les réactions et le ton des débats. La question n'était plus de savoir si ce basculement avait eu lieu, mais s'il serait un jour reconnu publiquement. Durant cette période, j'ai commencé à m'intéresser de plus près à ce qui inspire véritablement confiance. Non pas la grandeur, mais la constance. Non pas la distance, mais la proximité. Ce sont des qualités qui ne peuvent être feintes sans être mises à nu. J'ai senti que c'était précisément là que résidait la force d'une nouvelle approche, moins d'importance accordée à la hiérarchie, plus au service. Cela peut paraître idéaliste, mais c'est pragmatique à une époque où l'autorité est constamment remise en question. Je me suis demandé pourquoi cette idée est si souvent ignorée par les institutions qui dépendent du soutien du public. De ce fait, mes conversations sont devenues plus substantielles, moins axées sur la forme, plus sur le sens, moins sur la préservation, plus sur la pertinence. Cela les a parfois rendues conflictuelles, mais aussi éclairantes. J'ai constaté qu'un groupe grandissant non seulement acceptait ce changement, mais l'accueillait favorablement. Non pas par désir de chaos, mais par soif de clarté. La clarté engendre la paix même lorsqu'elle annonce le changement. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point tout cela n'avait que peu à voir avec l'ambition au sens classique du terme. Il ne s'agissait pas de gagner ou de perdre, mais de reconnaître ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus. Je me suis demandé s'il était juste de continuer à jouer un rôle qui ne reflétait plus la réalité. La réponse était dérangeante mais claire. L'honnêteté exige parfois de sortir de l'ombre même lorsque cette ombre est confortable. Au fil des jours, il m'est apparu clairement que ce changement de pouvoir silencieux ne pouvait plus rester impuni. Elle exigeait des mots, du contexte, un récit qui permettrait aux gens de comprendre ce qu'ils ressentaient déjà. Sans ce récit, les spéculations fusent et les spéculations comblent toujours le vide par des extrêmes. En guidant soi-même l'interprétation, on peut préserver les nuances. Cette prise de conscience a rendu l'étape suivante inévitable. J'ai terminé cette phase dans un état mêlé de calme et de tension. Calme car je comprenais ce qui se passait. Tension car comprendre exige d'agir. Ce changement n'était ni un complot ni un coup d'État, mais le reflet d'une érosion de la confiance. La question qui se posait désormais, et que je ne pouvais plus éluder, était la suivante: que se passe-t-il lorsqu'une institution refuse de reconnaître son propre centre de gravité? L'absence du roi devenait de plus en plus difficile à ignorer au fil des jours. Au début, j'ai tenté de ne pas interpréter ce vide par respect, mais aussi parce que je savais combien les interprétations peuvent vite dérailler. Pourtant, j'ai constaté que le silence reste rarement neutre. Lorsqu'une voix s'éteint au moment où l'on a besoin d'une direction, le vide se remplit naturellement de questions. Non par malice, mais inévitablement.
Je me suis demandé si le silence offrait jamais une protection ou s'il ne faisait que créer un espace propice à l'incertitude. Intérieurement, je sentais la tension monter. Non pas par des confrontations ouvertes, mais par de petits signes des décisions reportées, des formulations prudentes, des agendas soudainement modifiés. Ce n'étaient pas des gestes spectaculaires, mais ils racontaient une histoire claire. Une institution habituée à la hiérarchie peine à trouver un leadership fort. On attend une confirmation, une direction, un signe que le cap est fixé. Quand ce signe tarde à venir, des frictions apparaissent. Je les ressentais comme un bruit de fond constant. Cela a renforcé ma position. Je n'avais pas sollicité ce rôle, mais les circonstances me l'avaient façonné. La question n'était plus de savoir si j'avais de l'influence, mais comment l'exercer de manière responsable, sans donner l'impression d'imposer quoi que ce soit. Cet équilibre était délicat. Trop de retenue serait perçu comme de l'insécurité, trop de visibilité comme une tentative de prise de pouvoir. Je me demandais où se situait la limite entre assumer ses responsabilités et laisser de l'espace. Cette limite s'est avérée plus ténue que je ne l'avais imaginé. Les conversations à huis clos s'intensifièrent, non pas hostiles mais empreintes de tension. J'entendis des inquiétudes quant à la stabilité, la continuité et l'image publique. Ce qui me frappa, c'est que ces inquiétudes reconnaissaient souvent implicitement ce que personne n'osait dire, ouvertement le centre d'intérêt avait changé. Cette prise de conscience planait comme une vérité tacite. Je sentais que certains s'accrochaient désespérément aux procédures, comme si les règles seules suffisaient à restaurer l'autorité. Mais des règles sans crédibilité restent vaines. Dans le même temps, j'éprouvais de la compassion. Qu'un leadership longuement préparé et enfin atteint pour ensuite être éclipsé soit un lourd fardeau. Je ne voulais pas contribuer à l'humiliation ni à la destruction. Pourtant, je devais rester honnête avec moi-même. La compassion ne doit pas servir de prétexte pour ignorer les problèmes structurels. Une institution qui s'appuie sur l'empathie sans vision claire perd les deux. Cette réflexion m'a ramené à l'essentiel: de quoi le système a-t-il besoin maintenant, indépendamment des individus. J'ai constaté que les questions du public devenaient de plus en plus directes, non pas agressives, mais empreintes de curiosité. Les gens se demandaient qui parle pour l'avenir, qui prend les décisions, qui assume concrètement ses responsabilités. Ces questions ne relevaient pas de l'impatience, mais de l'engagement. Cette distinction est importante. L'engagement exige des réponses, non l'esquive. J'avais le sentiment que chaque jour sans réponse ne rétablissait pas la confiance, mais la minait au contraire. Durant cette période, j'ai beaucoup réfléchi à la notion d'autorité. L'autorité n'est pas un titre, c'est une relation. Une relation qui exige de l'entretien de la présence et surtout de la clarté. Lorsque l'autorité semble absente, même temporairement, la relation se modifie. Les gens cherchent du soutien ailleurs. Ce n'est pas de la rébellion, mais une logique humaine. Je me suis demandé pourquoi nous agissons parfois comme si ce processus était dangereux, alors qu'en réalité, il est prévisible. Les tensions ne se faisaient pas seulement sentir à l'extérieur. À l'intérieur, les vieilles certitudes commençaient à vaciller. Qui parle et quand? Qui représente quoi? Des questions qui, à l'air de soi, devaient être repensées. Cela engendrait de l'incertitude, mais aussi une opportunité. L'incertitude peut être paralysante, mais aussi créatrice. J'avais le sentiment d'avoir le choix, soit tenter de reconstruire l'ancien ordre à tout prix, soit reconnaître que la réalité avait changé et y faire face avec maturité. Mon instinct me portait vers la seconde option, non pas par facilité, mais par souci d'authenticité. L'honnêteté, me suis-je rendu compte, est souvent la forme de stabilité la plus sous-estimée. Reconnaître la situation permet d'orienter les choses sans les imposer. Le silence lui laisse aux autres le soin d'écrire l'histoire. Et les histoires, c'est qui naissent du néant, sont rarement bienveillantes. Je me suis posé une question ouverte que je ne pouvais plus reporter. Est-il plus respectueux d'attendre par loyauté ou d'agir par responsabilité lorsque l'attente cause du tort? La réponse fut douloureuse mais sans équivoque. La loyauté sans responsabilité se mue en passivité. Et la passivité n'est pas un choix neutre en période de changement. Au fil de cette phase, j'ai compris que la nécessité d'agir découlait non de l'ambition, mais de la préoccupation. La préoccupation pour la continuité, pour la confiance, pour un système qui transcende les positions individuelles. L'absence du roi n'était pas une accusation, mais une réalité qui exigeait une réponse. En reconnaissant cette réalité, j'espérais créer un espace propice à une transition guidée non par le conflit, mais par la lucidité. À la fin de cette période, je savais que la tension ne se résorberait pas d'elle-même. Il fallait un signal clair, un récit capable de combler le vide sans polariser. La question n'était plus de savoir si quelque chose devait se produire, mais à quoi cela ressemblerait. Et tant que cette question persistait, je sentais que l'étape suivante était inévitable, expliciter ce qui était resté implicite jusque-là. Le moment où ma fille a été visiblement mise en avant n'était pas un acte impulsif ni un geste symbolique dénué de sens. Il était le fruit d'une longue réflexion, d'observations discrètes et de conversations restées confidentielles. Je savais que ce choix susciterait des interrogations, voire de l'indignation.
Pourtant, je me suis d'abord posé une autre question que révèle une institution lorsqu'elle dissimule son avenir par crainte des critiques. Pour moi, la réponse était limpide. Se cacher par prudence peut se muer en déni par peur, et cela ne saurait inspirer confiance. Charlotte ne s'est pas retrouvée sous les feux de la rampe du jour au lendemain. Elle s'y était déjà inconsciemment orientée, non par ambition, mais par sa présence naturelle. J'observais sa façon de percevoir les situations, de comprendre sans qu'on lui dise, quand le silence était de mise, et quand un sourire suffisait. On ne peut ni forcer, ni diriger ce genre d'intuition. Soit on la reconnaît, soit on l'ignore. J'ai choisi de la prendre en compte. Non pas parce qu'elle est une enfant qu'il faut protéger du monde, mais parce qu'elle est un être humain qu'il faut préparer à un rôle qui inévitablement la trouvera. Je savais aussi que ce choix serait interprété plus largement que prévu. Certains y verraient une rupture avec l'ordre établi, d'autres, une remise en cause des structures existantes. Mais pour moi, il ne s'agissait pas de hiérarchie, mais de représentation. Le monde change et les institutions qui veulent survivre doivent montrer qu'elles comprennent ce changement. En donnant une visibilité à Charlotte, j'ai démontré que l'avenir n'est pas abstrait. Elle a un visage, une voix qui se fait jour et une place dans l'histoire. Dans le même temps, je ressentais une tension entre protection et préparation. L'instinct parental nous pousse à préserver notre enfant des projecteurs. Mais le sens des responsabilités nous incite aussi à lui apprendre à affronter la réalité dans laquelle elle vivra. Je me suis demandé si ce délai offrait une véritable protection ou seulement une illusion, en la guidant pas à pas plutôt que de la plonger brutalement dans un rôle auquel elle n'était pas préparée. J'ai opté pour une responsabilisation progressive. Ce n'est pas de la dureté mais de la bienveillance. La symbolique de sa présence fut immédiatement perçue par beaucoup, non comme une affirmation de pouvoir mais comme une invitation à la reconnaissance. On y voyait non seulement une princesse mais aussi une enfant grandissant dans un monde plein d'attentes. Cela a trouvé un écho en chacun de nous. À une époque où la distance entre les institutions et les citoyens semble se creuser sans cesse, la proximité peut être un signal puissant. Je me suis demandé pourquoi cette proximité est si souvent perçue comme un risque, alors qu'en réalité elle peut restaurer la confiance. En interne, cette mesure a naturellement suscité des résistances. L'innovation n'est pas perçue par tous comme un atout. Pour certains, elle menaçait un ordre établi. J'ai entendu des inquiétudes quant au précédent, à l'exposition médiatique et au contrôle. Ces inquiétudes sont justifiées, mais elles ne doivent pas paralyser. Le contrôle est important, mais un contrôle excessif étouffe le développement. Une institution qui ne laisse pas à ses jeunes la liberté de s'épanouir sème la stagnation. J'ai constaté que cette décision a également mis en lumière un problème persistant, la définition même du leadership aujourd'hui. Le leadership est-il une qualité que l'on ne peut démontrer qu'une fois officiellement nommée, ou bien se développe-t-il avec l'expérience et la visibilité ? Je penche pour la seconde option. En permettant à Charlotte d'acquérir des responsabilités dans un environnement sécurisant, le leadership devient non pas un fardeau abstrait, mais une compétence qui s'acquiert progressivement. Cela vaut pour elle, mais aussi pour l'institution qu'elle représentera. La réaction du public a confirmé nombre de mes intuitions. Non pas que les applaudissements soient mon critère principal, mais bien l'engagement. Les gens ont répondu avec enthousiasme et curiosité. Ils ont posé des questions, cherché à comprendre, voulu participer à l'histoire. Cet engagement est inestimable. Il démontre que le changement n'entraîne pas automatiquement l'exclusion pourvu qu'il soit expliqué et adopté avec conviction. Pourtant, je suis restée vigilante. La popularité est éphémère et je ne voulais pas que ce moment se résume à un simple coup de pub médiatique. C'est pourquoi le message est resté le même, ce n'est pas une fin, mais un commencement. Le rôle de Charlotte ne rompt pas avec la tradition mais la prolonge sous une autre forme. Les traditions étouffées meurent. En la mettant en lumière, j'ai redonné vie à la tradition. Je me suis posé une question ouverte qui reste d'actualité. Osons-nous prendre la prochaine génération au sérieux avant qu'elle ne corresponde parfaitement à nos attentes, ou attendons-nous que le moment soit passé pour ensuite déplorer qu'il soit trop tard ? Pour moi, attendre n'était plus envisageable. Choisir de présenter Charlotte était un choix de transparence, de préparation et d'honnêteté quant à l'avenir. Au terme de cette phase, je n'ai pas ressenti de soulagement mais une lucidité. La lucidité quant à la nécessité de cette étape et à ses conséquences. Je savais que des résistances se manifesteraient, que les structures établies seraient ébranlées. Mais je savais aussi que cette étape était irréversible non par ma volonté, mais par la logique du temps. L'avenir ne peut être retenu par la seule prudence. Il exige du courage, surtout lorsqu'il est inconfortable. La réaction ne s'est pas fait attendre. Dès que le changement devient visible, la résistance surgit presque automatiquement, surtout chez ceux qui ont bâti leur position sur un équilibre préexistant. J'ai senti les vieilles certitudes vaciller et j'ai compris le malaise que cela engendrait chez ceux qui tirent leur pouvoir de la continuité. Tous n'ont pas réagi avec force, certains ont reculé, d'autres ont subtilement tenté d'endiguer le mouvement. Ce qui m'a frappé, c'est que la résistance s'exprimait rarement par la peur, mais presque toujours par une préoccupation pour la stabilité.
Je me suis demandé quelle part de cette préoccupation était sincère et quelle part découlait d'une perte de contrôle. Au sein du palais, l'atmosphère se refroidit sensiblement. Les conversations se firent du plus brèves, les ordres du jour changèrent sans explication, et là où la collaboration allait de soi, une distance s'installa. Il ne s'agissait pas d'une bataille ouverte, mais d'un repli discret. Je vis comment certains invoquèrent soudain la tradition comme si celle-ci était un rempart infranchissable destiné à empêcher tout changement. Mais la tradition n'est pas une relique du passé, c'est un processus. Lorsqu'elle est utilisée comme une arme contre l'innovation, elle perd toute sa force morale. J'éprouvais aussi de la colère, une colère contenue, non pas bruyante ni explosive. Colère face à l'idée que l'innovation rime automatiquement avec bouleversement, comme si la stabilité ne pouvait exister que dans la stagnation. Ce raisonnement est tentant mais dangereux. Les institutions qui ne bougent pas finiront par s'effondrer sous leur propre poids. Je me demandais pourquoi cette évidence est si souvent ignorée par ceux qui ont le plus à perdre du changement. La vieille garde tentait de conserver son influence en semant le doute. Non pas ouvertement, mais par des questions sur le calendrier, la perception et les risques. Ces arguments semblaient irrationnels, mais ils ne répondaient pas à la question fondamentale: que se passe-t-il si nous ne faisons rien? Cette question restait désespérément sans réponse. L'inaction était présentée comme de la neutralité, alors qu'en réalité, c'était un choix aux conséquences évidentes. J'ai ressenti le besoin d'aborder ce sujet tant en interne qu'en externe. Dans le même temps, j'ai constaté comment les rapports de force se modifient lorsque la confiance évolue. Les jeunes employés, les conseillers et même les partenaires externes ont commencé à adopter ouvertement une vision différente. Non par esprit de rébellion, mais par vision d'avenir. Ils avaient compris que le monde n'attend pas que les institutions achèvent leurs débats internes. Ce changement a rendu la résistance de l'ancienne garde d'autant plus visible. Un pouvoir qui n'est plus suivi perd de son influence. J'ai consciemment évité d'envenimer la situation. La confrontation gratuite ne fait qu'aggraver les tensions. Je suis donc resté constant dans mon ton et mon message. Il ne s'agissait pas de gagner ou de perdre, mais de s'adapter à une réalité changeante. Cette constance s'est avérée plus efficace que l'opposition directe. Une résistance non motivée par l'émotion s'essouffle souvent ou se transforme. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le caractère personnel de certaines réactions. Non pas qu'elles m'attaquaient personnellement, mais parce qu'elles percevaient le changement comme un jugement sur le passé. Ce n'avait jamais été leur intention. L'innovation n'est pas forcément synonyme de remise en question. Pourtant, j'ai senti que certains voyaient l'œuvre de leur vie menacée. Cette prise de conscience a engendré une certaine tristesse. Le changement exige non seulement de la vision, mais aussi de la compassion. Le secret est de créer un espace pour les adieux sans retomber dans la stagnation. Je me suis de nouveau posé une question ouverte: jusqu'où faut-il aller pour surmonter la résistance avant de s'égarer? Trouver le juste milieu est difficile. Trop céder affaiblit la direction, trop peu écouter creuse le fossé. J'ai essayé d'écouter sans perdre de vue l'essentiel. Cela impliquait parfois d'endurer le silence, parfois d'accepter les critiques sans réagir. Tout n'exige pas de réponse. Certaines choses prennent du temps. Au fil des jours, il devint évident que la résistance manquait d'unité. Fragmentée et réactive, elle privilégiait la préservation à la vision, ce qui la rendait moins dangereuse, mais non moins douloureuse. Car chaque fissure, aussi infime soit-elle, affecte un système qui a toujours chéri son unité. Je sentais que la rupture était devenue inévitable, non seulement à cause de mes choix, mais aussi à cause de l'incapacité de certains à accepter le changement. Pourtant, de cette tension est aussi née une nouveauté, une redéfinition de la loyauté. La loyauté envers les individus a peu à peu cédé la place à la loyauté envers les principes. Ce processus est certes inconfortable mais nécessaire. Les institutions survivent, non pas en protégeant les individus, mais en défendant des valeurs. J'ai eu le sentiment que cette évolution, aussi douloureuse soit-elle, constituait une forme de maturation pour l'ensemble. À la fin de cette phase, il était clair que les anciennes structures de pouvoir avaient perdu leur évidence. Elles existaient toujours, mais n'étaient plus suivies d'office. L'avenir ne pouvait plus être façonné par la seule résistance. Il exigeait une direction du courage et la capacité de lâcher prise. La question qui persistait, et que je souhaite également poser au lecteur, est la suivante: à quel moment l'attachement au passé devient-il une menace plus grande que le risque du changement? Une fois la tempête passée et les premières vagues de résistance retombées, un silence inattendu s'installa. Non pas le silence du vide, mais celui de la contemplation. Je sentis la poussière retomber lentement, et les contours auparavant masqués par l'émotion et l'agitation se révéler. À cet instant, une évidence s'imposa à moi: l'avenir de la couronne n'était plus quelque chose que l'on pouvait reporter, gérer ou retoucher superficiellement. Il se réécrivait ici et maintenant par des choix désormais irréversibles. J'ai regardé vers l'avenir et me suis posé une question dérangeante mais essentielle: quelle est la véritable valeur de la légitimité au XXIe siècle et d'où provient-elle?
non pas des titres seuls, ni d'une succession écrite, mais d'une confiance qu'il faut sans cesse regagner. La période passée l'a mis en lumière plus crûment que jamais. Les institutions survivent, non pas grâce à leur ancienneté, mais grâce à leur pertinence. Et la pertinence exige de la visibilité, de l'honnêteté et la volonté de partager les responsabilités avec la génération suivante. Dans cette perspective, j'ai compris que les choix concernant ma famille n'étaient pas seulement personnels, mais aussi structurels. En donnant une visibilité à mes enfants dans un contexte contrôlé et réfléchi, la monarchie a cessé d'être un concept abstrait pour devenir une histoire vivante. Les gens pouvaient s'y identifier non pas parce que tout était parfait, mais précisément parce qu'elle devenait concrète. Je me suis demandé pourquoi l'authenticité est si souvent redoutée par les systèmes qui dépendent de la bienveillance du public. Peut-être parce que l'authenticité rend vulnérable. Or, sans vulnérabilité, il n'y a pas de confiance. L'avenir que j'envisage n'est pas une rupture avec le passé, mais un réajustement. Les traditions demeurent, mais non plus comme des dogmes. Elles deviennent des cadres propices à l'épanouissement. Cela exige un leadership qui non seulement gère, mais ose aussi lâcher prise. J'ai ressenti combien cette période m'avait transformé. Non pas plus dur, mais plus lucide. Non pas plus détaché, mais plus conscient de l'impact de chaque décision. Le leadership est rarement héroïque. Il s'agit souvent d'une succession de choix difficiles que personne n'applaudit vraiment. J'ai aussi compris que cette vision de l'avenir ne fera pas l'unanimité. La perte est une composante essentielle du changement. Certaines relations ne se remettront jamais, certaines blessures resteront. Ce n'est pas un échec, mais une conséquence. Ce qui m'a rassuré, c'est de réaliser que la clarté est en fin de compte plus apaisante qu'une ambiguïté constante. On peut gérer la déception. On a plus de mal à faire face à une incertitude permanente. Les années à venir seront décisives, non par de grands gestes, mais par une conduite exemplaire, en démontrant que les paroles sont suivies d'actes, que la responsabilité n'est pas proclamée mais assumée. J'envisage une monarchie qui s'appuie moins sur la distance et plus sur la proximité, moins sur une autorité incontestable, plus sur le respect mérité. Ce chemin est complexe et semé d'embûches, mais c'est le seul qui semble à l'épreuve du temps. Je me suis posé une dernière question ouverte, peut-être la plus importante. Osons-nous, en tant que société, laisser nos institutions évoluer, même si cela signifie qu'elles seront différentes de ce à quoi nous sommes habitués? Cette question dépasse le cadre de la couronne. Elle touche à notre rapport au changement, aux générations, au pouvoir et à la confiance. La réponse déterminera si ce moment sera perçu plus tard comme une crise ou comme une transition nécessaire. Avec le recul, je ne ressens aucun regret, mais pas non plus de triomphe. Ce qui prévaut, c'est la responsabilité. La responsabilité de persévérer dans l'adversité et d'écouter les critiques justifiées. L'avenir de la couronne ne dépendra pas d'une seule annonce ni d'une seule génération, mais de notre volonté de rester fidèle à notre époque. Je sais que ce récit suscitera des réactions, des questions, voire un certain malaise. C'est normal, la réflexion n'est pas une menace, mais une démarche ouverte. J'invite chaque inédit à ne pas se contenter de juger, mais à s'interroger sur le véritable sens de la légitimité aujourd'hui. Car au final, il ne s'agit pas d'une seule famille ou d'une seule institution, mais de la manière dont nous, collectivement, assurons la continuité dans un monde en